عارف الهول بيكون. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Fin de la visite de Jean-François Giraud à Beyrouth, mais pas de déblocage du dossier de la présidentielle. L'émissaire français pour le Moyen-Orient s'est entretenu avec les principaux responsables libanais. À la frontière libanaise, le Hezbollah et l'armée syrienne poursuivent leur avancée dans le Kalamoun syrien, alors que Samir Jarjah appelle le gouvernement à mieux traiter les sunnites pour les empêcher de rejoindre les groupes djihadistes. 1000 combattants du groupe État islamique tués par mois dans les raids de la coalition internationale menée par les États-Unis sur l'Irak et la Syrie. Plus de 4400 frappes aériennes ont été lancées depuis août 2014. Et à suivre également dans ce journal, la Turquie à la veille d'élections législatives décisives pour l'avenir du pays, avec deux enjeux, le renforcement ou non du régime présidentiel et la montée en puissance du parti pro-kurde HDP. Fin de visite donc pour le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au ministère français des Affaires étrangères. Au cours de sa tournée libanaise de 3 jours, Jean-François Giraud s'est entretenu avec le président de la Chambre, Nabih Berri, le Premier ministre Tamam Salam et le ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil. Des entretiens axés sur la vacance présidentielle. L'émissaire français est attendu une nouvelle fois à Beyrouth fin juin pour une énième tentative de débloquer la situation. Le Liban, je vous le rappelle, est sans président depuis le 25 mai 2014, date de la fin du mandat de Michel Sleiman. La dernière séance électorale au Parlement a une nouvelle fois échoué, faute de quorum. Un nouveau scrutin a été fixé au 24 juin. Le député Ibrahim Kenhan, membre du courant patriotique libre, et Melhem Riachi, membre des forces libanaises, reçus par le patriarche maronite Abkirke ce matin. Ils ont remis au cardinal Tchalala une copie de la déclaration d'intention des chefs des deux formations dans le cadre du dialogue qu'ils ont entamé. Mardi dernier, le leader des FL, Samir Jarjah, avait effectué une visite surprise à Rabieh où il avait été reçu par le général Michel Aoun. Il s'agissait de la première rencontre en tête-à-tête entre les deux leaders chrétiens depuis 2005. Le général Jean Ahouaji souhaite que l'armée libanaise ne fasse pas l'objet de tractations politiques. Il a par ailleurs réaffirmé que l'institution militaire reste déterminée à poursuivre son travail sur tous les fronts. Les propos du commandant en chef de l'armée interviennent alors que ces hommes ont renforcé ce samedi leur position dans les régions de Ka et de Fakiha dans la Bekaa Nord. Ces fortifications effectuées par les troupes aéroportées visent à couper court à toute tentative d'infiltration de la part d'éléments armés qui se trouveraient dans le secteur. Samir Jarjah appelle l'État libanais à agir avec bienveillance envers les sunnites pour ne pas les pousser à rejoindre le groupe État islamique. Le chef des forces libanaises a par ailleurs assuré que quiconque tente de s'approcher des frontières du Liban doit être repoussé. Il a cependant qualifié d'inacceptable que des Libanais au sein de l'armée ou en dehors de l'institution militaire ne soient tués au-delà des frontières. Des propos clairement adressés au Hezbollah qui se bat contre les djihadistes sunnites dans la région de Hersel, dans la Bekaa, mais également dans le Kalamoun syrien à la frontière libanaise. Et justement, le Hezbollah et l'armée syrienne poursuivent leur avancée dans le Kalamoun. Selon la chaîne télévisée du Parti de Dieu, les soldats syriens et leurs alliés libanais ont pris le contrôle de la colline de Sadr el-Bostan dans la partie nord de Flita, après avoir éliminé des dizaines de combattants djihadistes. Hier soir, Hassan Nasrallah a fait état d'avancées de sa formation et de l'armée syrienne dans la région. Le secrétaire général du Hezbollah a également annoncé le lancement de la bataille de Hersel dans la Bekaa. Plus de 1000 combattants djihadistes tués par mois dans les raids de la coalition internationale contre le groupe État islamique. Voilà le chiffre avancé par un des généraux américains qui dirige l'opération. Selon le général John Hasterman, les avions reviennent sans avoir largué de bombes dans 75% des missions, car il estime qu'il est difficile de viser les combattants du groupe djihadiste qui, depuis le début, se sont plongés dans la population civile. Et la coalition doit aussi faire attention à distinguer entre les combattants de l'EI et les forces irakiennes et à éviter les victimes civiles. Depuis août 2014, la coalition a mené plus de 15 000 missions aériennes, dont 4 400 ont donné lieu à un bombardement. Mais cette campagne de frappe n'a pas empêché les djihadistes radicaux de prendre la ville irakienne de Ramadi et la ville syrienne de Palmyre ces dernières semaines.
Et puis toujours en Syrie, le groupe État islamique ne se trouverait plus qu'à 500 mètres de Hasakeh, une importante capitale provinciale du nord-est du pays, proche de la frontière irakienne. De violents combats se poursuivent entre les djihadistes et les forces syriennes. L'armée de l'air bombarde violemment les positions des insurgés et a fait de nombreux morts parmi les civils. Depuis le 30 mai, le groupe ultra-radical tente de s'emparer de la ville. Elle est pour l'heure contrôlée entre le régime syrien et les forces kurdes. Après la chute de Raqqa, celle de Hasakeh constituerait un nouveau revers pour le régime de Bachar al-Assad. Tareq Aziz, ancien vice-premier ministre et chef de la diplomatie de Saddam Hussein, est décédé à l'âge de 78 ans. Il croupissait dans une prison de Bagdad depuis qu'il s'était rendu au nouveau maître de l'Irak en 2003. Condamné à la peine capitale, c'est très malade qu'il attendait sa pendaison dans le couloir de la mort. Une sentence qu'il implorait de voir exécuter ces dernières années, tant son état de santé s'était dégradé. Il priait pour ne pas mourir en prison et ce chrétien avait même lancé un appel au Vatican en ce sens. Tareq Aziz est mort dans un hôpital de Nasiriyah dans le sud de l'Irak où il avait été transporté lorsque sa santé s'est considérablement dégradée. Dans un instant, direction Sarajevo et la visite historique du pape François. C'est dans quelques minutes. Retour sur le plateau de l'info du 16h40 et J-1 avant les élections législatives en Turquie. Un scrutin qui pourrait marquer la fin de 12 années de domination sans partage de l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan. Il mise sur une majorité de 330 sièges pour pouvoir changer la constitution et instaurer un système présidentiel. Mais plusieurs obstacles pourraient lui barrer la route, car si la victoire de l'AKP est acquise, les sondages annoncent un recul du parti au pouvoir et le créditent de 42% des intentions de vote. Parmi ces obstacles, il y a notamment le HDP. L'émergence de ce petit parti pro-kurde de gauche est une vraie menace pour l'AKP, car il pourrait dépasser le seuil des 10% et entrer pour la première fois au Parlement turc. Son leader, le charismatique Selahattin Demirtas, avait obtenu 9,8% au présidentiel d'août dernier. Après Jean-Paul II, la Bosnie-Herzégovine reçoit pour la première fois le pape François. Le chef de l'église catholique a été reçu en grande pompe à Sarajevo. Près de 100 000 personnes ont assisté à une messe dans le stade Koevo, où le souverain pontife a lancé un appel à la réconciliation dans ce pays encore en proie à des divisions ethniques et religieuses, 20 ans après la fin de la guerre civile. Le pape s'est dit inquiet de la montée d'un climat de guerre dans le monde. Nouveau bilan dramatique pour le naufrage du navire de croisière chinois, 396 morts et 14 survivants. Il reste encore une quarantaine de corps à retrouver dans l'épave. Le bateau a été retourné par une brusque tornade lundi dernier avec 458 personnes à bord. Depuis le drame, les familles des victimes sont accueillies en masse à Jiangli, dans le centre de la Chine. Des familles en colère qui dénoncent le manque de réactivité des autorités dans l'organisation des secours. La plupart des victimes ont été piégées sous la coque du navire. La majeure partie des passagers étaient des retraités et des personnes âgées qui devaient faire une croisière tranquille sur le fleuve Yangtze. C'est l'accident de navigation le plus meurtrier en Chine depuis près de 70 ans. Coup de projecteur à présent sur Nashville, dans le Tennessee, un état de tradition conservatrice. De toutes les villes américaines, Nashville est celle dont la population immigrée grandit le plus vite. En 10 ans, le nombre d'habitants nés hors des États-Unis y est passé de 2 à plus de 10%. La ville accueille aussi la première communauté kurde du pays. C'est un reportage de nos confrères de France 24, Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Rather. I'm tired of this dirty old city. Tired of too much work. Nashville, dans le Tennessee, est plus connue comme capitale de la country music, ville de Johnny Cash et haut lieu de l'industrie du disque. Et pourtant, à quelques kilomètres du centre, la capitale du Tennessee héberge la première communauté kurde des États-Unis. Le quartier a été baptisé Little Kurdistan avec son centre communautaire, ses supermarchés et bien sûr ses boulangeries traditionnelles. Entre 13 et 14 000 personnes composent cette communauté, les plus récemment arrivés ayant fui les massacres de l'organisation de l'État islamique, les plus anciens ceux de Saddam Hussein. Parmi eux, Akram Hassan, qui a monté un restaurant. Moi, je suis originaire du nord de l'Irak. Je n'y connais rien à la musique country, mais je sais bien qu'ici c'est la ville de la musique, tout le monde le dit. Mais bon, moi la musique ce n'est pas trop mon truc.
Tous les jours ici, on peut voir beaucoup de Kurdes. Moi, si je devais vivre dans un autre État, je crois qu'il me manquerait quelque chose. Chaque fois que je reviens à Nashville, eh bien, j'ai l'impression de mieux respirer. Les Kurdes ont conservé leurs coutumes, tant gastronomiques que sociales ou religieuses. La mosquée du quartier est le lieu de rassemblement privilégié de la communauté. L'Amérique, c'est le pays de tous les possibles. La nouvelle génération, ils comprennent qu'ils sont américains. Ils vivent en Amérique, ils ont été américanisés et ils savent comment se comporter. Pourtant, l'intégration ne s'est pas faite sans remous, dans un État situé dans le cœur religieux des États-Unis, la Bible Belt. En 2009, Nashville faisait la une des médias avec un référendum pour faire de l'anglais la langue unique de l'administration, projet anti-immigré, selon ses détracteurs. Ce projet a été rejeté très clairement par les urnes, et ça a été un moment fort pour notre ville. À l'époque, la ville commençait à ressentir les effets de cette vague d'immigration. Et je crois que les habitants ont fait un choix en pleine conscience, une décision délibérée et juste, celui de devenir une ville ouverte, accueillante et généreuse. Des tensions subsistent. En 2012, à quelques kilomètres de Nashville, la construction de cette mosquée a provoqué manifestations et actes de vandalisme. Un an plus tard, un élu propose une nouvelle loi, l'anglais comme seule langue pour le permis de conduire. Mesure anti-immigrée, disent à nouveau les opposants. La loi ne passe pas, aux grandes dames de son auteur. Mon projet de loi disait en substance que quand vous passez votre permis de conduire, se pose avant tout une question de sécurité. Il faut connaître le code de la route. Et quand vous conduisez aux États-Unis, beaucoup de panneaux comportent des mots, des textes qu'il faut pouvoir lire et comprendre. Si on parle des citoyens qui vivent ici en toute légalité, je suis à 100% de leur côté. Par contre, concernant ceux qui sont là clandestinement, moi je dis qu'on renforce nos frontières. Il est temps qu'on s'occupe d'abord de nos citoyens. Dans ce débat, Nashville est un laboratoire pour le pays. En décembre dernier, Barack Obama a publié des décrets pour les sans-papiers et pour les promouvoir, c'est à Casa Safran, ce centre d'aide pour immigrés, qu'il s'est rendu. Les visages que l'on voit dans cette maternelle sont les visages du Nashville de demain. La plupart des familles que l'on aide ici bénéficieront des décrets annoncés par Barack Obama. Beaucoup de ces familles sont sans papier. Pour le seul État du Tennessee, ce décret présidentiel devrait profiter à environ 55 000 personnes. Barack Obama aurait voulu que la loi sur l'immigration soit la grande réforme de son second mandat, mais le Congrès ne l'entend pas de cette oreille. Nashville est à l'image du pays, construit sur l'immigration, mais cherchant constamment la bonne mesure entre accueil et renforcement des frontières. Après 50 jours de voyage, la réplique de la frégate de Lafayette, l'Hermione, est arrivée à Yorktown en Virginie. La ville a été le théâtre de la déroute anglaise en octobre 1781 face aux insurgés américains commandés par George Washington, aidés de Lafayette, du comte de Rochambeau et de l'escadre de l'amiral de Grasse. 3 jours de festivités sont prévus dans la ville avec visite du bateau et de multiples événements. Pour le bateau français, c'est la première étape d'un périple le long de la côte est des États-Unis. Un voyage censé illustrer l'amitié franco-américaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Fin de la visite de Jean-François Giraud à Beyrouth, mais pas de déblocage du dossier de la présidentielle. L'émissaire français pour le Moyen-Orient s'est entretenu avec les principaux responsables libanais. À la frontière libanaise, le Hezbollah et l'armée syrienne poursuivent leur avancée dans le Kalamoun syrien, alors que Samir Jarja appelle le gouvernement à mieux traiter les sunnites pour les empêcher de rejoindre les groupes djihadistes. 1000 combattants du groupe État islamique tués par mois dans les raids de la coalition internationale menée par les États-Unis sur l'Irak et la Syrie. Plus de 4400 frappes aériennes ont été lancées depuis août 2014. Et puis la Turquie à la veille d'élections législatives décisives pour l'avenir du pays avec 2 enjeux, le renforcement ou non du régime présidentiel et la montée en puissance du parti pro-kurde HDP. Merci de votre attention. Le journal en français, c'est tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile.
Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne suite de programme sur notre antenne.